Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour assister à cet exposé. Donc le but va être de parler de la quadrature du cercle. De situer tout d'abord le contexte dans lequel cette question est apparue et puis des différentes méthodes qui ont été menées pour résoudre ce problème. Donc c'est un problème qui est né à l'Antiquité, qui s'étale sur plusieurs siècles. Donc en guise d'introduction, je vais commencer justement par contextualiser un petit peu. En fait, c'est un problème qui arrive naturellement dès l'Antiquité, où vous avez des problèmes pratiques et concrets, par exemple de partage d'un champ rectangulaire en plusieurs parcelles, etc., qui posent directement le problème de pouvoir trouver le périmètre d'une figure ou l'aire d'une surface ou le volume d'un solide, etc. Donc on a des questions qui se posent au niveau de ces notions, périmètre, aire, volume. Très tôt. Et puis, il y a des figures qu'on arrive à maîtriser. Il y a par exemple le carré, puis le rectangle, le triangle, tout ça au niveau périmètre, aire, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on commence à parler du cercle, là, ça devient plus mystérieux à l'époque. Et donc, l'idée est en fait de se ramener à quelque chose qu'on connaît. Parmi les figures connues, on a choisi le carré. Donc, la quadrature du cercle, qu'est-ce que c'est? C'est, étant donné un cercle d'une aire donnée A, comme ceci, peut-on construire un carré dont l'aire est la même que le disque ici? Donc ici, à construire éventuellement. Et puis la question, c'est qu'on voudrait construire cela en se restreignant à deux instruments qui sont la règle et le compas. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit, n'hésitez pas à me dire, je vais peut-être un peu monter. Voilà, donc on a trace de ce problème. Par exemple, dès 1650, vous avez un papyrus qu'on appelle le papyrus de Rhind, dans lequel cette question est mentionnée. Donc, c'est un papyrus qui a été écrit par un scribe du nom de Hamès et qui mentionne cette question de la quadrature du cercle. Donc, vous voyez que c'est un problème qui se pose très tôt dans l'histoire des mathématiques. Je vais peut-être commencer par préciser, on peut se poser la question de pourquoi se restreindre à la règle et au compas, et puis surtout pourquoi on s'est finalement acharné au cours des siècles, puisque ça dure des siècles comme on va le voir, à se restreindre à cette contrainte de la règle et du compas. Donc on peut formuler plusieurs hypothèses, on va dire, pour expliquer cela. Tout d'abord, on peut penser au fait que dans la géométrie élémentaire, vous avez un peu deux figures, on va dire, un peu de base, qui sont la droite et le cercle, qui apparaissent très souvent en géométrie. Et donc, la règle et le compas, vous voyez que ce sont des instruments qui sont vraiment reliés à ces deux objets mathématiques, et puis vraiment qui collent à la définition en fait, des figures géométriques. Donc, vous n'avez pas d'interférence ou de mécanisation, quoi que ce soit, entre les deux. C'est vraiment très visuel et très concret. Vous avez également peut-être l'influence de l'école de Platon. Donc, Platon, c'est à peu près moins 423, moins 348, qui a eu une grande influence à son époque, et puis ensuite dans les années, etc., qui ont suivi, qui est de dire que la règle et le compas étaient, pour cette école, considérées comme rigoureuses par rapport aux autres, justement, méthodes de construction qui seraient approchées, donc par exemple des méthodes graphiques, où vous allez tracer un graphique par approximation, tracer plusieurs points et puis tracer une courbe un peu approximative. Donc la règle et le compas avaient un petit peu cet avantage-là à l'époque. Et puis enfin, on peut mentionner le théorème de Pythagore
qui nous dit, donc époque de Pythagore, moins 580, moins 495, pour vous repérer un petit peu. Une conséquence du théorème de Pythagore est de dire que si vous prenez un triangle rectangle isocèle, avec les côtés ici égaux à 1, vous allez faire apparaître un nombre qui est racine de 2. Donc ça, à l'époque, ça a créé une grande crise dans le monde des mathématiques, donc ce ne serait pas la seule, mais c'était un peu la panique générale, parce qu'à l'époque de Pythagore, les nombres qui étaient connus, qu'on arrivait à comprendre, c'était les entiers naturels, qui étaient naturels, vraiment le nom est adéquat, et puis les fractions de ces nombres naturels. Et par contre, racine de 2, on voyait à l'époque qu'on n'arrivait pas à l'écrire comme une fraction de nombre naturel. Donc ça a vraiment créé une confusion, vraiment un problème d'ordre conceptuel. On n'arrivait pas même à comprendre que ça puisse exister en fait à un moment donné. Et donc peut-être que le fait de voir que racine de 2, par contre, il apparaît vraiment naturellement en termes de géométrie, donc vous pouvez tracer facilement ce rectangle-là à la règle au compas. Je n'ai pas encore défini ce que c'est, mais c'est très intuitif. Et vous voyez apparaître racine de 2. Donc cette histoire de construction à la règle au compas, ça peut être également un moyen de se raccrocher à quelque chose de visuel quand on a des concepts qui dépassent un petit peu l'entendement d'une certaine époque. Alors, je reviens au fameux papyrus de Rhind. Et alors, il se trouve que le scribe Ahmès a proposé une solution à ce problème. Donc, lui, dans son papyrus, il dit qu'en fait, c'est possible d'avoir cette construction-là. Donc, il suffit, selon lui, de partir du cercle, de diviser son diamètre en 9. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis ensuite, vous enlevez un neuvième. Donc vous conservez juste les 8 premières portions ici. Et sur les 8 premières portions, vous créez un carré de côté cette portion-là. Et selon lui, ce carré avait la même aire que le disque qui est plus bas. Donc effectivement, on s'est rendu compte après que ce n'était pas correct. Mais ça permet quand même de donner une approximation, si je le dis en langage moderne, ça permet de donner une approximation du nombre pi. On se retrouve en calculant ce carré et ce cercle. Si lui, il avait supposé qu'en fait les deux étaient égales, il se retrouverait avec pi qui serait, alors c'était voilà, 16 sur 9 au carré. Et donc, bon, c'est quand même une bonne approximation par rapport à l'époque. Il y avait également à Babylone, on considérait que pi c'était à peu près 3 ou alors 3,125. Donc voilà, mais donc je dis en langage moderne parce qu'en fait le nombre pi, on ne l'avait pas dégagé à l'époque, on ne savait pas à l'époque le fait que ce qu'on connaît nous maintenant, qui est de dire que pi est le quotient du périmètre sur le diamètre, ou de l'aire sur le rayon au carré. Donc ça, c'était pas connu à l'époque. Donc, si vous voulez, c'était un peu par tâtonnement, mais on n'avait pas encore cette notion de ces deux quotients qui sont des constantes et qu'en plus ces constantes sont égales. Pour ça, il faut attendre, pour cette partie-là, il faut attendre le 4e siècle avant notre ère. Donc là, vous allez avoir... Donc ça apparaît en tout cas, peut-être ça a été démontré avant, mais on a perdu la trace. Ça a été vraiment démontré mathématiquement parlant dans les éléments d'Euclide. Hein, vous avez entendu parler, j'imagine, peut-être de ce texte d'Euclide, démontré par rapport à une méthode qui serait due à Eudoxe. Et la méthode est en fait dans... le cercle, on met des polygones réguliers. Et puis, on met des polygones qui ont un nombre de côtés de plus en plus élevé. Donc, en fait, on va arriver au niveau du cercle, se rapprocher du cercle. Et puis, voilà, en faisant comme ceci, Euclide, en tout cas, la démonstration apparaît dans les éléments d'Euclide avec cette méthode-là. Et puis, la totalité ici,
donc d'avoir cette égalité ici, donc d'avoir que ceci est une constante et puis qu'en plus c'est la même constante. Pour cela, on est au IIIe siècle avant notre ère, et donc ce serait dû à Archimède. Encore une fois, peut-être que ça avait été démontré avant, mais en tout cas, on est sûr qu'ici ça a été fait. Et pareil, donc avec un peu avec la même méthode en fait, mais en plus, lui, il considère à la fois des polygones à l'intérieur du cercle, mais également à l'extérieur. Donc des polygones qui augmentent, là, qui vont couvrir tout le cercle, et puis qui se réduisent au niveau de la frontière du disque. Et puis Archimède arrive, grâce à cette méthode également, je vais l'écrire là, à donner une approximation qui est assez célèbre de pi, qui est 22/7, donc qui est à peu près 3,14. Donc ça peut ouvrir la voie en fait à un chemin parallèle au chemin en fait géométrique que vous avez ici, par rapport à la quadrature du cercle, où on peut se dire, donc en sachant que de toute façon déjà avant Euclide et Archimède, les mathématiciens et mathématiciennes avaient quand même l'intuition en fait de ce résultat, en tout cas au moins du fait que ces deux éléments, enfin que ces deux quotients-là étaient des constantes. Donc en tout cas, de l'avoir vraiment établi mathématiquement parlant, ça peut encourager en tout cas cette voie qui est de se dire, pour calculer l'aire d'un disque, eh bien on pourrait approcher pi par des nombres rationnels, donc encore une fois se ramener à ce qu'on connaît. Donc là, il y a eu plusieurs approximations de pi, voilà, avec des décimales, par exemple en 263, on a eu 5 décimales de pi par Louis Huy, je pense que je prononce très mal, mais grâce à un polygone à 192 côtés inscrits dans le disque, dans le cercle, et puis par exemple Al-Kashi, donc la période 1380-1429, qui a trouvé donc 14 décimales de pi, et donc là c'était un polygone qui avait un nombre de côtés supérieur à 800 millions. Donc voilà, hein, il faut un petit peu le vouloir, surtout à l'époque, pour trouver de bonnes approximations de pi. Il ne fallait pas ménager ses efforts. Et finalement, la notation pi apparaît réellement très tardivement. Donc elle apparaît en fait au XVIIe siècle, et elle est vraiment utilisée une fois que Euler l'a beaucoup utilisée lui-même, donc au XVIIIe siècle. Donc vraiment cette notation, on va dire, c'est en gros à partir de 1735 et après, qu'on utilise cette notation, donc qui est la première lettre grecque du mot périmètre, et donc c'est à ce moment-là que ça apparaît. Donc ça apparaît vraiment très, très tardivement, et pi a longtemps été considéré, en fait, non pas comme un nombre, on avait vraiment du mal à se dire pi est un nombre. Vraiment, les nombres, c'est longtemps resté les nombres entiers. Déjà, racine de 2, c'était difficile à imaginer, mais alors pi, c'était encore pire. Pi, c'était vraiment un rapport. C'était le rapport de deux longueurs, mais on ne le voyait pas comme un nombre en tant que tel, comme on le voit aujourd'hui, en fait. Donc, en fait, oui, j'ai plein de tableaux, donc je vais... Hop. Très bien, donc ceci étant dit, je vais revenir au problème qui nous intéresse, qui est le problème géométrique. Oui, je pouvais dire aussi quand même, aujourd'hui on a fait au niveau des décimales de pi, j'ai oublié de dire, Emma Haruka Iwao, qui a élevé le nombre de décimales connues à plus de 31 000 milliards. Aujourd'hui, avec des calculs par ordinateur, on a énormément de décimales de pi. Donc on abandonne un petit peu cette voie et on va revenir sur la voie géométrique. Donc on va expliquer la construction à la règle et au compas, dans un premier temps. Donc la définition, normalement, vous vous en doutez un petit peu. Donc elle colle vraiment à l'intuition de ce qu'on fait avec une règle et un compas. Hein. Donc, on va prendre en fait un nuage de points que je vais appeler sigma et inclus dans R2. Et maintenant, on voudrait savoir, ce nuage de points, donc on le prend comme connu, puis on voudrait savoir, tiens, par exemple, je me mets ici, est-ce que celui-ci, de points, j'arriverai à le tracer à partir de cet ensemble de points ici. Et le tracer à la règle et au compas, qu'est-ce que ça signifie? Donc,
Avec une règle et un compas, on a dit on peut faire des droites et des cercles. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des intersections, soit de deux droites, soit de deux cercles, soit d'une droite et d'un cercle. Et ces droites et ces cercles doivent prendre racine dans des points de l'ensemble en question, sigma. Donc par exemple, vous faites ici, si vous avez deux droites qui passent par deux points chacune de sigma, vous allez créer un autre point, par exemple vous appelez P1. Maintenant, P1, il a été créé, il est construit. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois qu'un point est construit, je vais l'entourer. Et donc ensuite, vous continuez. Maintenant, vous allez faire encore des intersections de droites, de cercles, etc. Mais cette fois, vous avez le droit d'utiliser sigma, et puis vous avez le droit d'utiliser P1, puisque vous l'avez construit, c'est bon, maintenant il est connu. Donc ça va vous faire, par exemple, un autre point ici, P2. Et puis, etc., vous continuez. Et être constructible à la règle au compas, c'est en un nombre fini d'étapes arriver à P. Par exemple, ici, on va dire que P, c'est notre troisième étape, c'est P3. Hop, on l'a construit. Donc, si je l'écris mathématiquement parlant, c'est peut-être, je pense que c'est déjà clair comme ça, mais bon. Un point P est constructible. Donc, je vais noter comme ça. Constructible pour constructible à la règle au compas, je vais abréger comme ceci. À partir de sigma, s'il existe une suite finie d'éléments que je vais appeler PI, donc I entre 1 et N, avec le dernier qui doit être égal à P, est tel que, pour tout I, PI est obtenu d'au moins une des façons suivantes. Donc soit une intersection de deux droites, c'est ce que je disais, hein, AB et CD. Ce qui est important, c'est que les points AB, CD doivent appartenir à l'ensemble que je vais appeler sigma I, qui est l'ensemble sigma augmenté de tous les points qu'on a construits avant. Donc qui est sigma, union, les P1 jusqu'à PI-1. Ok, ça peut être également, on a dit, une intersection d'une droite et d'un cercle. Donc il faut que le centre et les extrémités du rayon soient dans sigma I. Et puis enfin, intersection de deux cercles. Donc un cercle centré en A, on va dire, de rayon AB, et puis centré en C de rayon CD, avec toujours la même contrainte, que les points soient dans l'ensemble qu'on a construit précédemment. Okay. Et puis, autre chose, on peut vouloir considérer que des points qui sont dans R. Donc considérer, hop, un nuage de points dans R, cette fois je vais l'appeler sigma tilde, cette fois incluant R, et on peut vouloir se dire, celui-ci, est-ce qu'il serait constructible ou pas? Et donc là, quelle est la définition? Eh bien, tout simplement, on se ramène dans R2, on inclut tout dans R2. On va considérer l'ensemble sigma qui sera sigma tilde croix 0, c'est-à-dire que voilà, tous ces points, on dit qu'ils sont dans R2 en disant qu'ils sont d'ordonnée égale à 0. Et puis, il faudra que X soit l'abscisse d'un point constructible à partir de sigma. Donc on n'a rien fait de plus, simplement on se dit on peut avoir envie de parler de réel constructible plutôt que de point constructible. Donc, réel constructible, c'est exactement cela. C'est une abscisse d'un point constructible à partir du même nuage de points vu dans R2, c'est-à-dire ordonnée égale à 0. Donc vous recollez avec cette définition-là. OK. Alors maintenant, ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec la règle et le compas, quelles sont les figures qu'on peut créer. Donc la première chose, donc encore une fois, il va y avoir droite et cercle. Hein. Donc je vais commencer par les droites. Pour les droites, on a deux types de droites qui sortent un peu du lot. Ce sont les droites perpendiculaires, les droites parallèles. Vous pouvez créer une droite perpendiculaire à partir d'une droite donnée et d'un point C. Donc là, je vais tout entourer. Vous partez d'une droite entre deux points construits AB, vous prenez un point C ailleurs qui est également construit, et puis on peut construire à la règle au compas la perpendiculaire passant par C. Pour faire cela, vous prenez votre écartement, donc vous mettez votre compas en C, et puis vous prenez le rayon AC, vous tracez le cercle, ça vous avez le droit de le faire. Vous vous retrouvez avec un point A', qui est l'intersection d'un cercle et d'une droite, donc qui est constructible. Donc vous avez ici ces deux longueurs
qui sont égales. Et puis ensuite, vous voyez que le segment AA' va avoir sa médiatrice qui passe par C, qui est bien perpendiculaire à AB. Donc ça vous donne ce que vous voulez. Et construire une médiatrice, vous savez faire. Vous prenez le compas, vous le mettez en A', et puis vous prenez rayon AA'. Ça va vous faire un gros cercle comme ceci. Et vous faites pareil en A et vous prenez pareil rayon AA', ça va vous faire un gros cercle comme ceci. Ça n'arrive pas trop à se croiser, on va un peu tricher. Et puis, ces deux sont constructibles, vous pouvez les relier. Vous savez que ça passe par C, ça vous donne la droite que vous souhaitiez. Okay, maintenant, donc on a parlé également de parallèle, hein, c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir faire. Donc pour la parallèle, pareil, vous mettez en AB le point C, et pareil, donc ça vous réitérez l'action précédente en fait 2 fois. Hein, vous tracez d'abord cette droite-là que vous pouvez faire, et puis ensuite vous tracez la parallèle à AB, vous avez ce point-là, vous tracez la perpendiculaire à CD, passant par C. Ça vous donne ce que vous vouliez. Et puis enfin, concernant les cercles, si vous avez de nouveau votre droite AB, puis vous avez un point C quelque part, on va le mettre en bas pour changer. Maintenant, vous voulez tracer le cercle de centre C et puis de rayon AB. Donc ce n'est pas exactement explicite là-dedans, puisqu'il vous faut un rayon dont les extrémités sont dans l'ensemble. Donc là, vous n'avez pas de point. Donc ce que vous faites, c'est que vous tracez cette droite ici, AC, et puis vous prenez sa parallèle passant par B, on a dit qu'on pouvait. Et puis ensuite, vous prenez la parallèle à AB passant par C, on a dit qu'on pouvait également. Ça vous trace un point ici. Et puis comme vous êtes dans un parallélogramme ici, vous avez bien reproduit la longueur. Et maintenant, vous avez bien créé un point D qui est constructible. Vous avez le droit de vous mettre centré en C et de prendre le rayon CD. Puis vous avez bien tracé votre cercle. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque les réels. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les réels? Donc pour les réels, vous voyez qu'en fait, à chaque fois, je suis obligée de partir d'au moins 2 points. On ne peut pas, avec un seul point, on ne fait pas de droite, on ne fait pas de cercle. Donc, pour les réels, on va partir du principe qu'on a 2 points. Et puis pour ces 2 points, on va prendre 0 et 1, qui sont un peu distingués parmi les autres. Et donc on va voir qu'avec ça, on arrive à construire déjà pas mal de choses. Donc maintenant, je vais partir du principe que 0, 1 est inclus dans mon sigmatide, là, qui est inclus dans R. Ok. Puis je vais prendre, donc ceux-là, je les entoure, ils sont dedans. Puis je vais prendre 2 points XY, un peu au hasard, que je vais considérer également, et je vais écrire comme ceci. Donc ça n'a plus rien à voir avec un cercle, ça veut dire constructible à partir de sigmatilde. Donc je vais prendre XY constructibles, je les ai entourés, et on voudrait savoir avec ça qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, qu'est-ce qu'il en est de X plus Y, X moins Y, etc. On peut se poser la question. X plus Y, X moins Y, qui sont d'autres réels, puis XY, X sur Y, lorsque Y est différent de 0. Est-ce que, par exemple, ils sont également constructibles à partir de ce même ensemble sigma tilde? Donc la réponse est oui. Donc là, on fait un saut dans le temps. On en arrive à Descartes, qui a proposé la construction à la règle et au compas. Donc Descartes, 1596-1650. Donc il a répondu par l'affirmative, donc j'enlève le point d'interrogation. Donc vous voyez que là, ce résultat est très intéressant, parce que déjà on commence un peu à mixer plusieurs domaines des mathématiques. Jusque-là, on était dans quelque chose de purement géométrique, puis vous voyez que là, on fait intervenir des opérations algébriques. Et on se rend compte que ces opérations algébriques sont compatibles avec la construction à la règle et au compas. Donc je vais donner justement les constructions, je vais peut-être les mettre là. Donc je vais partir, donc pour x plus y, si vous avez x que vous avez y, x plus y, x moins y, ça se fait assez rapidement. En fait, ce que vous allez faire, donc vous avez 0 qui est ici, vous avez votre longueur y, il suffit juste de reporter la longueur x à droite du y. Et ça, vous pouvez le faire, on a dit qu'on pouvait prendre le compas et puis le décaler. C'est ce qu'on a fait avec l'exemple, le dernier exemple dans R2. Donc x plus y, ça fonctionne, x moins y, ça va être pareil, le même type d'argument. Maintenant, xy et x sur y, c'est peut-être un peu moins évident directement.
Donc pour x, y, vous allez vous mettre dans une configuration de Thalès. Donc c'est-à-dire que, hop, vous avez votre x ici, votre 0 là. Donc déjà, première remarque, hein, quand vous avez votre 0, votre x, quand vous avez la droite réelle, de toute façon, vous pouvez créer par la règle et le compas les ordonnées. Puisque vous pouvez créer une perpendiculaire, puis vous pouvez reporter toutes vos valeurs ici. Donc vous allez avoir 1 et vous allez avoir y. Et donc vous allez juste relier 1 et x. Et puis prendre la parallèle à cette droite passant par y. Vous allez tomber ici sur un nombre constructible qui est u, donc qui est une intersection de droite. Donc il est constructible. Et si vous appliquez le théorème de Thalès maintenant ici, puisque vous êtes dans une configuration adéquate, vous avez bien pris des droites parallèles, vous allez avoir x sur u égale 1 sur y. Donc c'est-à-dire u égale xy. Donc en fait, cet élément-là que vous avez construit, c'est bien xy. Okay. Et vous faites la même chose, donc ça c'était le cas xy. X sur y, quand y est différent de 0. Idem, vous avez ici 0, x, 1 et y. Cette fois, vous allez relier x et y, enfin, entre guillemets, je m'exprime un peu mal, mais ces deux points ici, et puis prendre la parallèle. Vous allez tomber sur un point ici d'abscisse u, et grâce au théorème de Thalès, vous voyez que c'est égal à x sur y. Donc pareil, vous pouvez le créer. Et donc Descartes va même encore plus loin. Il dit que si vous avez x supérieur à 0, qui est constructible, à partir d'un certain ensemble sigma tilde, alors racine de x l'est également. Et donc ça, je vous laisse essayer, si ça vous intéresse, par la suite, de construire racine de x à partir de x, juste avec la règle et le compas. Cette idée-là de Descartes vous fait que C de sigma tilde est un corps. Vous avez compatibilité avec les opérations plus et fois concernées. Donc là, on commence à munir en fait l'ensemble des nombres constructibles d'une structure algébrique. Ça permet de donner une première conséquence. Ouais. Une première conséquence à la quadrature du cercle. 3 conséquences. Conséquence 1. Si la quadrature du cercle est possible, alors donc vous avez construit un réel C qui est le côté du carré en question, tel que C au carré soit égal à l'aire du cercle. Donc on va dire que le cercle est de rayon R, puis votre carré, vous le prenez de côté C. Ok, donc autrement dit, vous avez racine de pi qui est égale à C sur R. Donc R, vous l'estimez, on part d'un rayon constructible. Si on a construit C, on a C sur R, vous voyez que C sur R, ça reste constructible justement par stabilité de l'opération de multiplication et de divisibilité. Donc, dans ce cas, racine de pi est constructible. Et puis dans ce cas également, si vous prenez x et y égaux à racine de pi, pi est constructible. Okay, donc ça, c'est une première conséquence. Si jamais c'est vrai, alors on en tirerait cette conséquence-là. Une remarque que je n'ai pas dite également, mais que vous avez peut-être déjà réalisée, c'est que quand vous partez de 0,1, en fait, vous pouvez créer tous les entiers naturels grâce à la règle et le compas, juste en déplaçant votre compas, et puis en fait également tous les entiers relatifs. Et puis comme vous pouvez faire des fractions, vous pouvez créer tout Q, l'ensemble des nombres rationnels. Donc quand je dirais constructible, maintenant ça peut être à partir de juste 0,1 ou à partir de Q, ce sera la même chose, puisque Q en fait est construit à partir de 0,1, donc on n'aurait pas besoin d'autant d'éléments. On peut vraiment partir juste de 0 et 1. Donc maintenant je délaisse la géométrie et je vais vraiment me concentrer sur la partie algébrique. On va créer maintenant, enfin, disons relier cela à une approche purement algébrique. Donc maintenant, on va revenir
à certains nombres ici. Donc moi, je vais tout le temps partir, même j'aurais pu partir de 0. Hein. Bon, je vais partir de Q, inclus dans R. Bon, alors mon dessin est bien sûr pas vraiment réaliste, mais bon, c'est juste pour faire une illustration. Et puis, vous voulez un petit peu comprendre un peu mieux, d'une autre façon, le fait que ce X-là, par exemple, est constructible à partir... Donc celui-là, ce sera ce que j'appelais sigma tilde. Donc comment on peut faire ça? Vous savez qu'il va exister une suite, x1, x2, etc., x3 peut-être ici, et puis peut-être à la fin, cette fois ce sera à la 4e étape que vous en sortez, et puis x1, x2, x3, x4, ils sont construits à partir de Q et de tous les éléments que vous ajoutez progressivement. Donc ça veut dire que si x est constructible à partir de sigma tilde, donc on va dire maintenant Q, nous, alors vous allez avoir une suite d'éléments, x1, xn, le xn sera égal à x, tel que pour tout i, xi est obtenu à partir des précédents en faisant des intersections de droite et des intersections de cercle. Les équations des droites et des cercles, c'est des équations des polynômes de degré soit 1, soit 2. Donc vous allez avoir à chaque fois vos xi qui annulent un polynôme de degré 1 ou un polynôme de degré 2. Donc xi est racine d'un polynôme de degré 1 ou 2. Et puis, précisons que votre polynôme, donc il va être à coefficient dans quoi, ce polynôme? Vous avez le droit, donc quand vous êtes en xi, vous avez le droit d'utiliser q. Puis vous avez le droit d'utiliser de x1 jusqu'à xi-1. Et donc, comme on a dit que c'était stable par le fait d'être constructible, c'était stable par les opérations algébriques, en fait, vous pourriez considérer des sommes, des produits, des fractions en x1, xi-1. Donc, ce qu'on va noter comme ceci, qui est l'ensemble des fractions rationnelles en les x1, xi-1, c'est aussi autorisé. En fait, on autorise q et x1 jusqu'à xi-1, mais comme on a une stabilité, en fait, on pourrait également s'autoriser tout ce corps-là. On n'a rien fait de plus, on n'a pas d'hypothèse supplémentaire. Okay, donc ça, on dit que xi est algébrique, il est racine d'un polynôme. Donc la définition, en fait, je ne sais pas si ça a été vu ou pas, donc bon, vous m'arrêtez le cas échéant, mais quand je prends un nombre complexe, je dirais qu'il est algébrique sur Q, je vais me restreindre à Q. S'il existe un polynôme P de x à coefficient dans Q, différent de 0, et qui annule, il y a un peu d'ombre, P de x égale, donc qui annule, pardon, x, petit x. Ok. On peut le voir également sous cette forme-là, peut-être plus algébrique. Je vais considérer le morphisme d'évaluation de l'ensemble des polynômes à coefficient dans Q dans l'ensemble des polynômes à coefficient dans Q, mais cette fois en l'élément petit x. C'est-à-dire je remplace tous les x par petit x. Celui-là, je l'appelle phi de x. Donc vous avez deux possibilités. Soit le noyau... c'est qu'il y a un peu d'ombre. Le noyau... Si le noyau est différent de 0, ça veut dire que votre petit x a été annulé par un polynôme à coefficient dans Q. Donc ça veut dire que x est algébrique sur Q. Vous avez pu trouver un polynôme annulateur. Et si le noyau est égal à 0, dans ce cas, on dira, l'inverse de cela, c'est de dire qu'il est transcendant. Le contraire d'algébrique, c'est transcendant. Transcendant sur Q. Et puis, je vais peut-être me mettre ici pour finir. Votre noyau, c'est une proposition qui est de dire que le noyau de phi de x est engendré en tant qu'idéal sur Q de x par un seul polynôme, que je note P. Et donc, s'il est unitaire, on l'appellera le polynôme minimal de x sur Q. Et donc, notamment... polynôme minimal, et notamment son degré est minimal parmi les polynômes annulateurs de x. Okay. Donc ça, c'est ce qu'il en est de la structure algébrique, et ça nous permet de déduire une autre conséquence de la quadrature du cercle, si jamais elle était vérifiée.
Alors, je vais peut-être... donc je vais laisser peut-être l'aspect... En fait, j'ai pas besoin de ça. Oui, non, mais en fait, je vais utiliser... Merci. Donc, oui, je ne me rends pas trop compte parce qu'il y a tellement de tableaux. Mais effectivement, je vais vous laisser ça, ce sera peut-être plus pratique pour vous. Donc, petit 2. Voilà, j'avais mis un petit 1. Petit 2. Conséquence 2. Qui est de dire si la quadrature est possible, alors quoi, on avait dit déjà au début que pi était, voilà, que pi était constructible ici. Maintenant, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a une intuition qu'on peut percevoir un petit peu. Donc tout d'abord, vous allez avoir pi. Donc constructif, ça veut dire qu'il sera comme ce x là. Donc déjà, x, on a dit qu'il était algébrique. Pi est algébrique et en fait, donc bon, ça c'est un peu la première nouvelle. Ensuite, ce que vous allez avoir, c'est que vous avez en fait des imbrications. Vous avez à chaque fois votre x1, il va annuler un polynôme de degré 1 ou 2 sur q. Votre x2, il va annuler, pareil, un polynôme de degré 1 ou 2 sur q de x1, etc. Vous avez des imbrications comme ça de polynômes de degré 1 ou 2. Donc finalement, vous avez disons une proposition qui vous dit que l'élément, par exemple, x qui est là, qui est à la fin, par exemple, de la chaîne de ces xi, va être en fait algébrique sur q, et son polynôme minimal va être une puissance de 2, parce que vous avez depuis le début en fait soit 1 soit 2, donc vous allez en fait avoir une multiplication des degrés, c'est une propriété de multiplication des degrés, qui vous dit qu'au bout de la chaîne, finalement, vous divisez en fait le produit des degrés que vous avez rencontrés dans votre chaîne, comme ça. Donc pi est algébrique de degrés de puissance k pour un certain k dans n. Donc ça, encore une fois, voilà, il faudrait un tout petit peu détailler la théorie algébrique, mais intuitivement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et donc ceci est un corollaire d'un théorème de Wentzel qui date de 1837. Et donc là, on y est presque, mais on n'y est pas encore. Il manque un dernier élément. Donc là, vous avez le dénouement, en fait, c'est pratiquement fini. Qui est en 1882. Vous avez Lindemann qui montre que pi est transcendant. Donc ça règle la question, on ne se pose même pas la question du degré d'un polynôme minimal qui n'existe pas. Donc finalement, voilà, pi n'est pas algébrique, il est transcendant, et donc la quadrature du cercle n'est pas possible. Donc vous voyez, il a fallu attendre 1882 et ça avait commencé au 2e millénaire avant notre ère. Donc ça s'est vraiment étalé très longuement. Maintenant, ce que je vais rajouter, ça va être des problèmes qui sont similaires à la quadrature du cercle, dont vous avez peut-être également entendu parler, qui sont des problèmes qui sont également apparus dans l'Antiquité, qui sont de nature analogue et qui ont mis également autant de temps à être résolus, à peine moins, puisqu'en fait, ils ont été résolus par le théorème de Wentzel, mais donc on s'est épargné quelques années. Donc les autres problèmes. Petit 4, enfin grand 4. Deux autres problèmes, un petit peu similaires. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle la duplication du cube. Qui est de partir d'un cube donné, de côté C1, et de volume donné V. Et puis la question est de savoir est-ce qu'à partir de là, on peut construire, encore une fois à la règle au compas, un autre cube, cette fois donc côté C2, et dont le volume soit égal à 2 fois le précédent. Donc ça revient à dire que vous créez C2 tel que C2 au cube est égal à 2 C1 au cube.
Donc finalement, vous allez avoir racine cubique de 2 égale à C2 sur C1. Okay, donc encore une fois, comme tout à l'heure, si on arrive à faire cette construction, alors on est parti de C1, on part toujours d'une quantité constructible. C2, on l'a construit. Un quotient d'éléments constructibles reste constructible. Donc vous allez avoir racine cubique de 2 qui serait constructible. Alors racine cubique de 2, ce n'est pas la même histoire que pi, parce que ça va être un nombre algébrique. Vous allez avoir P de x égale x au cube moins 2, qui annule racine cubique de 2. Donc la question, c'est de savoir est-ce que le polynôme P est minimal? Est-ce que c'est le polynôme minimal de racine cubique de 2? Parce que si c'est le polynôme minimal de racine cubique de 2, vous avez racine cubique de 2 qui est certes algébrique, mais par contre, le degré de son polynôme minimal ne vérifie pas ici le théorème de Wenzel. Du coup, on conclurait qu'on ne peut pas dupliquer le cube. Donc là, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que P de x n'est pas irréductible. Donc qu'il est réductible. Donc si P de x est réductible, vous allez avoir P de x qui sera de la forme R de x, S de x, où R et S sont deux polynômes dans Q, à coefficient dans Q. Donc dans Q de x. Maintenant, au vu du degré de P, vous en avez forcément, par exemple, le premier est de degré 1 et puis le deuxième est de degré 2. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous avez un polynôme de degré 1 à coefficient dans Q, donc c'est par exemple un polynôme du style x moins 1 rationnel, vous allez avoir une racine rationnelle, AR. Et donc P également admettra une racine rationnelle. Or, on peut montrer de façon assez élémentaire que P n'admet pas de racine rationnelle. En fait, bon, là, c'est carrément... vous avez toutes les racines, en fait, de P. Hein, vous avez racine cubique de 2, et puis ensuite, vous avez J racine cubique de 2, et J carré racine cubique de 2. Où J, c'est E de zi pi sur 3, donc ça, on peut... Voilà, vous pouvez le calculer. Et donc, effectivement, parmi ces racines, vous n'avez pas de racine rationnelle. Donc voilà, donc du coup, ici, la réponse est non. Je fais un peu de façon schématique. Donc pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis, je termine... Oui. Comment? Si tu as besoin de 3 minutes de plus... D'accord, ok. Bon, pour l'instant, j'ai encore un peu le temps, mais d'accord. Donc enfin, on va considérer le problème de la trisection de l'angle. Donc encore une fois, origine dans l'Antiquité et puis résolu en 1837. Donc pour la trisection de l'angle, donc le problème est le suivant. Donc je vais déjà tout inscrire dans le cercle de rayon 1, ce sera plus simple. Donc je vais partir d'un angle. Hop. Donc je vais l'appeler alpha ici. Avec votre alpha, vous avez ici cosinus de alpha. Je ne sais pas si vous y voyez. Le sinus de alpha. Ok. Et puis le but, c'est de construire. Je pense qu'on n'y voit rien, donc je vais être un peu plus clair. Hop, donc je prends alpha. Ici, vous avez cos de alpha. Ici, vous avez sinus de alpha. Et puis le but, c'est de créer cette droite-là d'angle qui délimite l'angle alpha sur 3. Donc c'est-à-dire qu'on voudrait ici cos de alpha sur 3 et ici sinus de alpha sur 3. Ok. Donc on va faire un peu le même genre de... On va s'appuyer en fait sur le théorème de Wenzel. Donc ce que vous allez faire ici, c'est donc tout d'abord, on connaît cette formule-là, cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Donc vous savez que si vous arrivez à construire cos de x, vous arriverez à construire sinus de x. Parce qu'entre les deux, il n'y a que des opérations algébriques de la racine carrée, mais donc ça, on sait que c'est stable par construction à la règle et au compas. Donc il vous suffit, en fait, entre les deux, là vous avez un point à chaque fois de coordonnées cos et sinus, il vous suffit de construire cosinus. En fait, le sinus va découler de la construction de cosinus. Donc déjà, on peut se simplifier la vie. Donc le problème revient à celui de construire
cosinus de alpha sur 3. Et puis à partir de quoi? Alors on autorise, à chaque fois on part de Q, on est d'accord, et puis là on a cosinus de alpha et sinus de alpha. Encore une fois, sinus de alpha est obtenu à partir de cosinus de alpha. Donc on rajoute cosinus de alpha, puis on rajoute toutes les opérations, plus, fois, etc. à partir de cos de alpha, division, etc. Donc c'est-à-dire l'ensemble des fractions rationnelles en cos de alpha et à coefficient dans Q. Voilà. Et donc maintenant, bon, je vais donner la formule rapidement, mais c'est simplement une application de la linéarisation des cosinus, donc des formules que vous connaissez. On a 2 cos de alpha sur 3 qui est racine du polynôme suivant, qui est x au cube moins 3x moins 2 cos de alpha. Moins 3x moins 2 cos de alpha. Donc encore une fois, il va falloir voir... donc j'ai mis un 2 là parce que ça simplifie un petit peu le polynôme. Donc encore une fois, multiplié par 2 ou pas, on s'en fiche, puisque dans la construction à la règle au compas, ça va être stable par multiplication par 2. 2 étant dans Q, il n'y a pas de souci. Donc encore une fois, il faut voir, est-ce que 2 cos de alpha sur 3 pourrait être annulé par un polynôme de degré plus petit, ici. Donc il faut regarder, est-ce que ce polynôme-là est réductible ou pas. Donc encore une fois, vous allez avoir par exemple, vous allez avoir des cas, donc ici, voilà, vous allez avoir par exemple, donc pi sur 2, par exemple, hein, bon déjà on connaissait, cosinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2, il n'y avait pas trop de soucis. Lui, on va pouvoir le couper en 3, donc oui. Mais par contre, si vous regardez pi sur 3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez x3 moins 3x moins, donc le cosinus de pi sur 3 c'est 1/2, moins 1. Vous avez un polynôme dans Q ici pour pi sur 3. Et ce polynôme est irréductible. Encore une fois, on raisonne comme tout à l'heure ici. S'il ne l'était pas, on aurait une racine dans Q. Et puis on montre de façon élémentaire qu'il n'y a pas de racine dans Q. Donc lui, il est irréductible sur Q. Donc, pi sur 3, on ne peut pas... pi sur 3 n'a pas de trisection à la règle au compas. Voilà, donc de façon générale, on ne peut pas le faire pour n'importe quel angle. Donc en général, la question de la trisection de l'angle admet également une réponse négative. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, donc, alors, par compte de ce que vous avez expliqué, on peut voir que la classe déconstructive, c'est une extension qui est intermédiaire entre QR, mais qui est a priori amplificatoire, c'est ce que vous montrez. Mais qu'est-ce qui se passe si on rajoute des données initiales? C'est-à-dire, par exemple, si on s'autorise à mettre pi en constructible dès le début. Si on s'autorise à mettre pi en constructible dès le début, alors vous allez... Donc, si vous avez pi en constructible dès le début, si vous avez le droit de faire ça, donc ici vous allez avoir... voilà, vous allez avoir tout cela qui va être valable. Donc en fait, à partir d'un nombre, n'importe lequel, à partir d'un réel y, de toute façon, vous allez pouvoir construire tout ce qui est q de y. Donc déjà, vous allez avoir ça. Après, la question serait de savoir, est-ce que vous pourriez avoir plus que ça? Est-ce que vous pourriez avoir plus que ça? Donc vous avez ça, et puis bon, après vous avez également, disons que vous avez même ceci. Hein. Et puis après, alors j'ai pas de réponse générale. Je ne sais, donc c'est une très bonne question. Je ne sais pas si on connaît des résultats, justement. En fait, avoir une égalité, connaître explicitement cet ensemble. Là, ça me vient pas a priori. On sait que on sait qu'on a ça, mais là, ça me vient pas a priori. Si ça me vient, je vous dirai, mais effectivement, c'est une très bonne question. Il faudrait voir s'il y a des résultats qui vont dans ce sens-là.
encore une autre fois.